Bonjour et bienvenue à la grande édition de la télévision rwandaise. Le Premier ministre du Rwanda, le Dr Edouard Ngirente, représente ce vendredi le président de la République, Paul Kagame, au 19e sommet du mouvement des non-alignés à Kampala, en Ouganda. Le sommet, qui se tient du 19 au 20 janvier courant, sera suivi du 3e sommet du G77 et de la Chine en date du 21 et 22 janvier, s'exprimant pour l'occasion, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a indiqué que les défis du monde actuel exigent le concours de tous les pays afin de réaliser la vision de développement que le continent africain s'est assigné en particulier. The climate change crisis is a new but urgent global challenge. Le changement climatique est un nouveau défi urgent pour le monde entier. L'Afrique a surmonté d'énormes défis dans le passé, desquels il a tiré d'importantes leçons au moment où il se lève vers la réalisation de sa vision de construire une Afrique que nous voulons et que nous méritons, tel qu'est stipulé dans la vision de développement de notre continent, l'agenda 2063. L'accord relatif à la zone de libre-échange continentale africaine, initié par l'Union africaine, présente un marché très large de plus d'1,3 milliard de personnes pour booster les échanges intra-africains, mais aussi avec la volonté d'approfondir la coopération pour des intérêts communs. Malgré ces progrès enregistrés, plusieurs pays africains restent toujours confrontés aux différentes formes de terrorisme ainsi que des crimes transnationaux organisés qui risquent de compromettre le développement enregistré sur le continent. L'Afrique est aujourd'hui membre du G20, une plateforme importante pour que le continent exprime ses idées au reste du monde. Cependant, la réforme des institutions politiques et financières mondiales reste une priorité pour l'Afrique, afin d'assurer son développement et celui des pays du Sud globalement. Remains a priority for Africa and the global South. Pour continuer, donc, le but de cette organisation est d'assurer l'indépendance nationale, la souveraineté, l'intégrité territoriale et la sécurité des pays non alignés dans leur lutte contre l'impérialisme ou le néocolonialisme. Dans nos studios, nous sommes avec l'ambassadeur Moutaouba Joseph pour en parler plus davantage. Bonjour. Bonjour. Pourriez-vous commencer par nous dire l'origine des non-alignés? L'origine des non-alignés se trouve, peut bien être définie dans la perspective des puissances d'antan de ce temps-là, c'est-à-dire l'Union des républiques soviétiques dans le temps et les États-Unis. Alors, on cherchait à savoir comment on peut être au milieu, c'est-à-dire neutre, dans le sens de possible de neutralité possible dans le temps. Mais bien sûr que ce n'était pas si facile que ça. Ça nous parlait des années 55, 56. Aujourd'hui, comme à ce moment-là, c'est une neutralité très difficile à attraper. Oui. Donc, on est non aligné, c'est vrai. On ne voulait pas s'aligner soit avec la Russie actuelle, soit avec les États-Unis, mais la lutte continue. Oui, la lutte continue et comme vous le dites, c'est très difficile de ne pas être aligné quelque part parce que, en fin de compte, on doit vraiment réagir. Mais là, si on parle du point de vue des défis actuels dans notre région, est-ce que ce mouvement peut accorder comme une contribution pour trouver solution? Oui, le mouvement peut toujours apporter une certaine contribution à la région comme au monde aussi, hein, parce que aujourd'hui, nous avons des problèmes dans la région, des problèmes de sécurité, des problèmes de stabilité, des problèmes de prospérité des peuples dans certains pays. Je ne dis pas que c'est dans tout, mais dans certaines régions, certaines parties de notre région ne connaissent pas cette stabilité, cette sécurité et cette prospérité. Alors que aujourd'hui, les pays non alignés disent, écoutez, il faudrait que nous puissions partager tout ce que nous pouvons faire. Est-ce que nous pourrions coopérer de façon équitable? Est-ce que nous pourrions coopérer de façon approfondie pour essayer de voir dans quelle mesure chacun de nous, sur le globe, là je dis bien sur le globe, donc les pays de la région inclus, Voilà. donc comment chacun de nous sur le globe peut bénéficier
des richesses que nous avons dans le monde. Oui. Alors, quand on parle, avant de parler des richesses du monde, il faudrait qu'on parle des richesses nationales. Or, vous le savez, je le sais comme les autres, il y a des pays où ces richesses sont complètement entre les mains de certains dirigeants, Oui. ou entre les mains d'une certaine tribu. Oui. Et puis on oublie les pauvres citoyens. Et qui ne sont pas même exploités. Pas du tout. C'est ça le cas. Alors, en termes de ce sommet, 19e sommet du mouvement des non-alignés à Kampala, de quoi devrions-nous nous attendre? Écoutez, j'espère bien qu'ils vont respecter leur thème de cette année, où ils se sont mis d'accord depuis le dernier sommet, pour dire qu'aujourd'hui, il faudrait approfondir davantage la coopération entre les peuples, entre les pays, parce que les pays non-alignés sont maintenant au-delà de 120, ce qui est un grand nombre par rapport aux autres. Essayer d'approfondir notre coopération afin qu'on puisse, anéantir, je ne saurais pas le dire, mais afin qu'on puisse avoir un partage équitable de ce que nous avons. Ouais. Donc, question d'égoïsme outré, ça ne devrait plus exister. Oui. Donc, c'est vraiment idéal. Oui. Mais, bien sûr, vous le savez très bien, l'idéal n'est jamais atteint. Mais je crois fermement que c'est possible, parce que si on se met d'accord et qu'on se donne une ligne de conduite, on se donne une vision de dire, voyons comment on peut partager, je suis sûr que ça va aller. Question de curiosité avant de vous laisser partir. Il est question, donc, vous dites se mettre d'accord, se donner une ligne de conduite. Et à la base, on se rappelle que c'est des pays non alignés, donc on ne doit pas montrer là où on est, Russie, États-Unis. D'une manière personnelle, vous, quel est votre point de vue? Quel message pourriez-vous donner à ceux qui nous suivent en termes parce que maintenant, actuellement, il est question de tout un chacun doit apporter un soutien pour trouver une solution durable. Alors, quel est votre point de vue? Mon point de vue est très simple. Il n'a pas changé depuis des années, même quand j'étais encore en service. Mon point de vue ne change pas parce que j'y crois et j'y crois fermement. Il n'y a pas de supérieur ni d'inférieur dans les pays. Nous sommes tous égaux. Nous sommes supposés être égaux. Il ne faudrait pas que certains pays choisissent le droit ou s'allogent ce droit de dire qu'il y a des pays qui ne devraient pas être inclus. Non. Cette exclusion et cette façon de dire que c'est moi qui suis en contrôle, je décide, je connais leurs problèmes, j'ai des solutions, eux, ils n'ont rien à faire, c'est moi qui dois le faire. Exact. Ceci doit s'aplanir comme difficulté. Parce qu'avec ça, si aujourd'hui et demain, on dit le chef d'État à Kampala décide que désormais, il faudrait que tout le monde soit inclus, que tout le monde soit capable de jouir des richesses que nous avons dans ce monde, et il y en a beaucoup, et à partir des pays là, ce serait l'idée qui... Merci beaucoup. Merci beaucoup, ambassadeur. C'est moi qui vous remercie. On continue avec l'actualité sur la télévision rwandaise. Tout à l'heure, la télévision rwandaise, au micro de Amandine Mwandi Komasabo, on s'est entretenu avec l'ambassadeur de l'Algérie pour parler de la coopération entre le Rwanda et l'Algérie. Et il a commencé par nous dire ce qui peut, donc la population des deux pays peut bénéficier de cette coopération. Sur le plan bilatéral, nous avons de très très bonnes relations avec nos amis rwandais. Sur le plan politique, son Excellence, Monsieur le Président Paul Kagame, a effectué une visite officielle en 2015 en Algérie qui a boosté les relations. Donc il y a un dynamisme après cette visite qui a été suivie par des différentes visites croisées. Nous avons reçu en 2001-2022 notre ministre des Affaires étrangères qui a fait deux visites officielles en Algérie. À l'inverse, il y a eu le ministre de la Défense du Rwanda qui est venu en Algérie à l'invitation du gouvernement algérien, qui a été suivi aussi par le chef d'état-major. Récemment, encore au mois d'octobre, son Excellence, le ministre des Affaires étrangères, M. Vincent
Biruta était en Algérie le mois d'octobre. Il a participé, il a pris part à la conférence internationale qui a regroupé des pays africains et des pays nordiques. Récemment encore, notre ministre des Affaires étrangères et son Excellence Biruta se sont rencontrés aussi au forum de Doha. Sur le plan bilatéral aussi, donc nous avons de très bonnes relations. Récemment encore, avant-hier, nous avons signé un accord avec la Chambre algérienne de commerce et son homologue rwandaise pour un petit peu booster nos relations économiques et commerciales. Donc ça permettra aux opérateurs économiques des deux pays de se connaître, de venir, d'échanger, car il y a beaucoup de potentialités et nos pays reçoivent beaucoup de potentialités et d'opportunités d'échange. Donc sur le plan aussi, au niveau de l'enseignement supérieur, l'Algérie offre chaque année 2000 bourses par an pour nos frères africains, nos étudiants. Donc le Rwanda bénéficie aussi d'une quote-part. Cette année aussi, il y a un mois de cela, de jeunes étudiants sont partis en Algérie pour bénéficier de cette formation. Donc il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire entre l'Algérie et le Rwanda. Donc on est là. Notre mission, c'est de booster davantage ces relations. Vous venez de parler, en boostant cette relation, vous venez de parler de plusieurs aspects, dont l'éducation et l'économie. Est-ce qu'il y a actuellement les domaines prioritaires de cette coopération-là actuellement ? Un domaine prioritaire, c'est le commercial, c'est l'économique, c'est l'enseignement supérieur, développer la santé, développer plein de créneaux qui peuvent, l'agriculture, donc il y a l'industrie pharmaceutique, tout ça ce sont des domaines prioritaires parce que comme l'Algérie quand même, elle est bien placée par exemple dans le domaine des produits pharmaceutiques, nous avons fait un bon en avant, donc je pense que l'Algérie pourra en profiter pour faire profiter le Rwanda de ce créneau par exemple en matière de santé, en matière d'information, en matière de formation professionnelle. Nous sommes très avancés sur la formation professionnelle. Chaque année, le gouvernement offre 300 bourses de formation professionnelle seulement pour les étudiants de notre continent et 1500 bourses pour l'enseignement supérieur. Donc tout ça, c'est des domaines prioritaires qu'on souhaiterait partager avec nos amis rwandais. À part les domaines prioritaires dont vous venez de parler, donc la formation, l'éducation et le commerce, est-ce qu'il y a d'autres opportunités d'investissement qui, chez vous en Algérie, peuvent attirer les investisseurs rwandais ? Tout à fait, c'est une très bonne question, je vous remercie. Donc récemment, l'Algérie a complètement modifié son code d'investissement. C'est un code d'investissement qui est très attractif, qui est attirant, qui est attractif et dont peuvent bénéficier tous les opérateurs économiques. Nous avons quand même un climat d'affaires qui est très intéressant. Ça permettra à nos amis rwandais. C'est pour ça que je dis la création de cet instrument juridique qui est la Chambre de commerce, des opérateurs économiques. Ils peuvent venir, on peut échanger, on peut partager, on peut développer nos relations. Merci beaucoup, monsieur Lambert. Je vous en prie, madame. La secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Mme Louise Mushikiwabo, souhaite mobiliser tous les acteurs, y compris les États-Unis d'Amérique, dans la recherche de solutions aux multiples défis que connaît Haïti aujourd'hui. Suivez les détails. Étaient présents autour de la ministre haïtienne de la Justice et de la Sécurité publique plusieurs acteurs internationaux ainsi que les représentants des États et gouvernements membres de l'OIF, tous mobilisés et engagés en faveur de cet État membre de la francophonie. La crise en Haïti est qualifiée d'état de guerre civile par le secrétaire général des Nations Unies. L'OIF demeure déterminé à jouer pleinement son rôle dans la solidarité internationale pour une solution rapide à cette crise multidimensionnelle, a indiqué Mme Louise Mushikiwabo. Les chiffres alarmants de la situation en Haïti rappellent l'urgence d'agir. Plus de 300 bandes criminelles, des milliers de victimes et 44% de la population en insécurité alimentaire. Nous ne pouvons pas rester indifférents, a-t-elle ajouté. La ministre haïtienne de la Justice a fait remarquer que face aux défis sécuritaires, seule une force internationale peut restaurer l'ordre. Elle a salué le volontarisme du gouvernement kényan et a appelé à des contributions supplémentaires pour son pays. La sécurité en Haïti est un défi majeur, a-t-elle précisé. Il a exposé les déficits en effectifs et matériels et a salué la résolution de l'ONU pour la mission multinationale d'appui à la sécurité en soutien à la police nationale d'Haïti. Il a rappelé l'urgence de déploiement pour assurer la sécurité et faciliter les négociations politiques. La ministre haïtienne de la Justice a exprimé sa gratitude envers l'OIF et sa secrétaire générale Louise Mushikiwabo pour l'organisation du 4e comité ad hoc.
Malgré la dégradation de la situation en Haïti, il a insisté sur l'espoir et a dénoncé l'impact des groupes criminels sur la vie quotidienne des Haïtiens. Après la sécurité et la coopération internationale, place maintenant à la santé pour parler du personnel médical en charge des patients souffrant de maladies incurables sans espoir de rétablissement qui indique que seuls les centres de soins palliatifs procureraient des solutions durables à ces personnes. Le centre de soins palliatifs de Kabuga dans la ville de Kigali est opérationnel depuis 2012 et prend en charge des patients souffrant de différentes pathologies chronologiques. Donc, sœur Maria de la congrégation des Sœurs des Anges dit que ce centre a été mis en place à la demande de la population. Et nous avons fondé le Centre de soins palliatifs en 2012. Cette initiative, nous avons pris à la demande de la population. Au début, on ne savait pas même quel nom nous allons donner à ce centre, mais les gens nous disaient qu'on a besoin d'un centre où les malades peuvent trouver un abri et les soins continuent. Ou dans les cas où l'hôpital ne peut plus continuer leurs soins. À ce moment-là, nous avons pensé construire ce centre parce que moi, je viens de la Pologne, alors dans notre pays, il y a beaucoup de centres pareils. Et nous avons commencé dès le début avec les patients qui ont des maladies incurables. Au début, on avait peu de patients parce que les familles, en général, dans la société, les gens ne savaient pas qu'est-ce que nous allons faire ici avec nos malades. Maintenant, comme notre centre est déjà plus connu, il y a une liste d'attente même, la majorité des patients, ce sont les malades de cancer, mais aussi il y a d'autres malades qui ont des maladies incurables. Nous avons les personnes adultes autant que aussi les enfants de tout âge, personnes. Et alors, nous avons une vingtaine de personnels, 22 en total, et 20 lits de malades. Alors, ça nous demande un service très large parce que notre personnel est aussi préparé au niveau des soins palliatifs, même les personnels physiques qui ont le travail simple, ils sont habitués à travailler pour les malades et qui ont besoin de ces soins. Parce que même à Bazam, qui sont les premiers qui accueillent les familles, doivent avoir une réponse convenable avec la famille, un accueil qui est déjà le premier pas dans notre centre. Après une image claire sur des patients souffrant de différentes pathologies chroniques, sœur Maria ajoute que les patients qui viennent chez eux sont ceux dont le diagnostic a été réalisé dans différents hôpitaux et qu'en plus de se conformer aux indications des médecins, ils proposent également un suivi psychologique. Les malades. Les malades, d'abord, on donne les soins médicaux. Ils viennent déjà chez nous diagnostiqués dans les différents hôpitaux. Alors, on continue les indications des médecins. Mais bien sûr, comme on se trouve dans les centres palliatifs, il y a des conditions. Aussi, chaque malade a besoin des soins palliatifs, mais avec différentes manières. Chacun a ses propres médicaments. Aussi, on doit prendre les soins différemment pour chacun. Et aussi, les niveaux spirituels. Chez nous, les malades ont le droit à avoir un psychologue et notre assistante sociale qui est en permanence en contact. Et nos malades aussi ont le droit d'avoir une aide psychologique. Et notre assistante sociale qui s'occupe particulièrement de leurs soins psychologiques au niveau spirituel. Et autant qu'il y a beaucoup de malades, ils sont de différentes religions, alors ils ont le droit aussi de demander un prêtre ou un pasteur, ça dépend de quelle religion ils sont. Aussi les rencontres avec quelqu'un qui leur donne le soutien spirituel. Dernièrement, nous avons beaucoup de demandes, mais pour les malades qui ont le stroke ou bien d'autres maladies incurables, mais la priorité nous donnons aux malades d'un cancer.
parce que leur maladie, on peut dire, ne dure pas. Ils ont besoin d'une aide maintenant, tout de suite. Ils ne peuvent pas, chaque jour pour eux, ça compte. Ils peuvent partir à un moment ou l'autre. Chaque jour est très cher pour eux. Pour cela, si nous avons une place et nous avons des malades qui demandent, nous donnons la priorité aux malades cancéreux. Comme tous les patients ne peuvent pas être pris en charge au centre des soins palliatifs de Kiwagawaga, Sœur Maria dit que les familles devraient les comprendre, les approcher et les respecter, tout comme la personne en bonne santé a besoin de l'affection. Et le souhait, c'est d'abord peut-être comprendre les maladies incurables. Et même si les malades ne peuvent pas trouver une place chez nous ou ailleurs, que la famille puisse comprendre les malades. Parce que les maladies sont vraiment douloureuses. Je comprends que aussi pour les familles, c'est pas facile de garder un malade à la maison où on n'est pas à la mesure de donner les soins convenables. Mais la première chose, c'est la compréhension des malades. Et sortir envers lui, envers les malades, et essayer d'abord demander comment on peut aider là où nous sommes. Et ça, c'est la chose principale, parce que parfois même les malades préfèrent rester à la maison, auprès de la famille, mais ils ne trouvent pas la compréhension. Bien sûr qu'après la compréhension, il faut à la suite, la chose suivante, et faire les soins. On ne peut pas dire je te comprends et on laisse les patients. En même temps, il faut faire quelque chose, bien sûr. Mais la première chose, c'est approcher un malade et le respecter. Parce que ça peut arriver à chacun de nous, une maladie, et on n'est pas différent. Chacun souffre. Et chacun a besoin de l'amour, la compréhension et tout ce qu'on a besoin dans la vie quotidienne. C'est autant que la personne en bonne santé a besoin d'une affection, la personne malade d'autant plus a besoin de cette affection. L'Organisation mondiale de la santé indique en effet que seulement 14% des patients en situation critique suite aux maladies incurables peuvent avoir accès aux services sanitaires dont ils ont besoin. Continue avec l'actualité pour parler des citoyens ayant recours au site Ilembo pour solliciter différents services publics se sont accrus, passant de 25 à 42%. L'amélioration des performances d'Ilembo pour une meilleure prestation de services figurait parmi les résolutions adoptées l'année dernière à l'issue du 18e dialogue national Umushikirano. Kassim Youssouf nous fait le point. L'une des résolutions issues du 18e dialogue national au Umushikirano qui s'est tenu l'année dernière était d'améliorer et d'élargir la gamme des services fournis à travers le site Irembo. Différents habitants de la ville de Kigali qui font recours aux services de ce site font savoir qu'il y a du changement notable, principalement en ce qui concerne la réduction du temps qu'il fallait pour accéder aux services. Actuellement, l'accès aux services des institutions étatiques par le site Irembo a considérablement réduit le coût des déplacements et le temps que les gens passaient afin d'accéder aux services demandés. De plus, le site Irembo offre la possibilité d'obtenir des documents nécessaires à tout moment et en tout lieu. L'efficacité d'Irembo me permet d'acquérir n'importe quel document rapidement sans avoir besoin d'attendre les dirigeants qui parfois sont occupés par autre chose. Certaines personnes cependant continuent de s'adresser aux autorités locales pour obtenir ces services, tandis que d'autres se tournent vers les agents du service Irembo car ils ont du mal à postuler de manière indépendante en raison de leurs connaissances numériques limitées. Cela peut parfois être difficile, surtout lorsque vous cherchez quelqu'un pour vous aider, mais nous pouvons le faire nous-mêmes. Actuellement, la majorité des services traditionnellement fournis au niveau des instances de base sont désormais demandés par le site Irembo.
La mise en œuvre d'activités de formation pour améliorer les compétences des personnes dans l'utilisation de cette plateforme pourrait réduire considérablement le temps et les coûts associés à la demande de ces services. Cela peut nous aider car ça protégerait les gens et ça contribuerait à la réduction des coûts. Le service Irembo nous aide à fournir aux citoyens des services avec précision. La direction générale du site Irembo souligne que la campagne Bikorere a permis de former avec succès des personnes dans plus de 50 secteurs à travers le pays, ajoutant que cette initiative vise à responsabiliser les gens en leur permettant de solliciter des services sur le site web et de combler efficacement le fossé en matière de connaissances dans le domaine numérique. Jusqu'à présent, les utilisateurs du site Irembo pour solliciter des services offerts par des organes étatiques sont à hauteur de 42% par rapport aux 25% enregistrés avant 2023. La direction du service Irembo d'ajouter qu'en seulement une année, de nombreux changements ont eu lieu sur ce site qui propose actuellement environ 100 services. Environ 7000 personnes sollicitent quotidiennement divers services par le site Irembo. Les services des institutions étatiques qu'on trouve sur le site Irembo sont de l'ordre de 58%, l'objectif étant d'atteindre 100% au cours de cette année. C'est par ici que prend fin l'édition d'aujourd'hui. Merci à vous tous qui étiez au rendez-vous d'actualité de la télévision rwandaise. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.